La parole est à Monsieur Fabien Roussel. Ça va ? Allez, 30 minutes. On ne voyait pas le compteur avant. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les présidents, président de la Commission des Finances, qui n'est pas là, Messieurs les rapporteurs. Nous avons demandé le renvoi en commission du projet de programmation de finances 2018-2022, car la trajectoire annoncée par votre gouvernement est loin de répondre aux attentes de l'immense majorité des Français, à qui tous les gouvernements, depuis la crise de 2008, ont demandé des efforts considérables. Monsieur le ministre, pas un mot dans votre projet de budget pour faire reculer la pauvreté quand celle-ci atteint des records avec 9 millions de Français qui vivent avec moins de 846 € par mois. Pas une ligne pour fixer des objectifs de réduction du chômage et des inégalités qui génèrent tant de détresse, tant de colère et tant d'injustice. Ce que vous nous proposez pour 2018-2022, et nous avons bien lu, c'est un budget qui va au contraire creuser les inégalités et augmenter les difficultés de nos concitoyens. Ce budget, c'est tout pour les riches, tout pour la bourse et si peu pour les Français. Et cela, alors que le FMI vient juste d'adresser cette mise en garde, ça date de ce 10 octobre, je cite, « En réduisant les impôts des riches, les gouvernements risquent de saper la croissance. » Vos intentions sont claires, affichées, la réduction des dépenses publiques. C'est votre boussole, comme en témoignent les coupes brutales dans les budgets de l'emploi, de la santé, du logement, des collectivités, ainsi que la suppression de 130 000 emplois aidés et, à terme, de 120 000 postes de fonctionnaires. Alors, permettez-nous, à cette occasion, de vous montrer comment, dans un pays où l'argent coule à flot, nous pourrions faire autrement et mettre l'économie, l'argent, au service du développement humain, avec d'autres choix, forcément, que les vôtres. Car vous ne faites rien de neuf par rapport à nos voisins européens en décidant de vous entêter à respecter ces sacro-saintes règles économiques imposées par la Commission européenne. Oui, ça a été dit tout à l'heure, c'est le vrai sujet. Du traité de Maastricht en 1992 jusqu'au pacte budgétaire européen de 2012, c'est une austérité toujours plus poussée qui s'impose au détriment des aspirations populaires. Au nom de ces traités, vous le répétez, les Français et les nations européennes devraient respecter le seuil fatidique de 3% du PIB pour notre déficit public et celui de 60% pour notre dette. Des règles, des chiffres, froids, durs, érigés en totem, pris arbitrairement, sans tenir compte de la vie des êtres humains et des défis à relever pour notre planète, pour la transition écologique. Ces règles nous ont-elles un jour protégés? A-t-on évité, grâce à elles, la crise de 2008? A-t-on fait reculer le chômage, les inégalités, en Europe, en France, la pauvreté? 3 fois non, hélas. Le pire, c'est que cela ne suffit pas. La Commission européenne, à la légitimité démocratique contestable, se permet même de devenir menaçante en plaçant notre pays sous surveillance renforcée. Alors voilà au nom de quoi, Monsieur le ministre, vous nous présentez ce budget et vous nous demandez en même temps d'accepter cet abandon de souveraineté. Je cite Monsieur le maire, qui n'est pas là, je regrette, il a dit en commission, si, ça me suffit, on va s'expliquer. Je cite Monsieur le maire, ce choix de la baisse de la dépense publique doit permettre à notre pays de sortir de la procédure pour déficit public excessif dont il fait l'objet depuis le 2009. Avec l'Espagne, la France est le dernier État membre de l'Union européenne à être sous le coup de cette procédure et il ajoute « C'est une honte pour notre pays d'être dans cette situation ». Eh bien, Monsieur le ministre, la honte pour nous, c'est que des millions de Français vivent toujours dans la pauvreté, alors que l'argent continue de ruisseler pour une minorité. C'est cette injustice-là qui devrait nous faire honte à tous ici. Les traitements infligés à notre pays, loin de nous guérir, sont au contraire mortifères et ils ne répondent qu'à un seul objectif,
privatiser les services publics pour offrir au secteur privé des marchés nouveaux, accentuer la concurrence pour réduire le coût du travail et enfin, libérer le capital de toute entrave pour qu'il puisse rapporter beaucoup à ses propriétaires. Voilà d'où vient votre budget. Alors, ne lui retirons pas une certaine logique. Bruxelles trace la feuille de route et vous la mettez en œuvre en bon élève de l'austérité et du libéralisme. Mais vous visez le tableau d'honneur, Monsieur le ministre. Il vous fallait aller plus loin, dépasser le cadre requis pour offrir des gages supplémentaires. Votre budget affiche donc clairement la couleur et si c'était un magasin, l'enseigne brillerait de mille feux au bonheur des riches. C'est tellement évident au bonheur des riches que tout le monde le dit, y compris la presse régionale que vous connaissez. Regardez, La Voix du Nord, revenus du patrimoine, les grosses fortunes gagnantes. Je vous cite La Voix du Nord, je ne vous cite pas Le Figaro, Les Échos, L'Express. Tout le monde l'a fait, y compris l'humanité. La liste des cadeaux est tout à fait éclairante. La suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune permettra aux 1% les plus riches, les fameux premiers de cordée, d'économiser 3,2 milliards d'euros. Concrètement, vous allez baisser l'impôt des familles les plus riches de France, comme celle de M. Bernard Arnault, dont la fortune est estimée à 46,1 milliards d'euros. Ou alors, dans le Nord, celle de M. Gérard Mullier, qui n'a jamais demandé à ne pas payer l'ISF. Et il s'était même étonné, quand je l'avais rencontré, à l'époque, que Gérard Mullier, grande fortune de la région Nord-Pas-de-Calais, et Gérard Mullier, quand je l'avais rencontré, s'était même étonné que l'État lui fasse un chèque de 160 millions d'euros au titre du CICE, alors qu'il n'avait rien demandé. Il paraît que l'ISF n'est pas efficace. Monsieur de Courson nous l'a dit, il ne taxe que les petits riches et épargne les gros riches, car ceux-là utilisent d'autres systèmes pour échapper à l'impôt. Mais quel aveu! Mais si c'est le cas, au lieu de supprimer l'ISF, rendez-le plus efficace, attaquez les fraudeurs, durcissez la loi. Au contraire de cela, vous préférez le supprimer. Et vous allez même plus loin, en plafonnant la fiscalité du capital à 30%, en supprimant la taxe sur les dividendes et celle sur les transactions financières. Bref, l'État rase gratis et espère que les plus grosses fortunes contribueront à l'effort national. Mais qui peut croire, à part vous, à ce conte pour enfants? Parce qu'on ne l'a jamais vu. Ce n'est pas en donnant plus à ceux qui ont déjà tout que vous allez relancer l'économie. En revanche, augmentez les pensions et les salaires, et c'est sûr, vous verrez que les retraités et les salariés, eux, iront consommer et dépenser leur argent dans l'économie locale. Car vous oubliez un mot important qui est à l'origine de la création de l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est le mot solidarité. Au-delà des chiffres, c'est ce mot-là que vous faites disparaître du budget de la France, alors que plus que jamais, notre pays et les Français attendent de la solidarité. Vous voyez, je vais vous le dire, notre ennemi, ce ne sont pas les riches. Et nous n'en sommes même pas jaloux. Non, notre ennemi, c'est ce système qui fait que la fortune des riches augmente de 30% d'une année sur l'autre, alors que le pouvoir d'achat des salariés, lui, baisse. La fortune des 500 familles les plus riches de France atteint 571 milliards d'euros en 2016, soit 16% de notre PIB, alors qu'elle était de 80 milliards d'euros il y a 20 ans. Le salaire des ouvriers a-t-il été multiplié par 7 durant la même période? Ça se saurait. Le problème, c'est ce système économique qui permet d'accumuler autant de richesses et qui ne permet pas une juste redistribution. Le problème, c'est que la richesse des plus gros patrimoines progresse 3 fois plus vite que celle du PIB de la France. Alors, puisque vous supprimez l'ISF, vous auriez pu en même temps baisser l'impôt sur le revenu des travailleurs et des retraités. Eh bien non. Eh bien non, ce n'est pas le choix qui est fait. Quand vous touchez à l'impôt sur le revenu, c'est pour baisser l'impôt de ceux qui gagnent plus de 152 000 € par an. Chapeau quand même, fallait oser. Votre logique, et Madame Pénicaud, votre logique est de libérer le capital au profit exclusif des actionnaires.
l'allègement de la taxe sur les transactions financières, la suppression de la taxe sur les dividendes des multinationales n'auront qu'une conséquence, priver notre pays de 12 milliards d'euros et favoriser l'économie spéculative au lieu de soutenir l'économie réelle. Pourtant, la France est déjà championne d'Europe pour les dividendes versés en 2016 aux entreprises, avec 54 milliards d'euros. Pourquoi ces entreprises n'ont-elles pas investi plutôt que d'enrichir les actionnaires? Et vous voulez accentuer cette tendance. Et nous, cette tendance, nous la connaissons bien. Elle nous a conduits depuis 30 ans à de graves crises. Certaines nous ont même mis au bord du chaos, comme en 2008. Or, non seulement vous n'en tirez pas les leçons, mais vous appuyez sur l'accélérateur. Tous les signaux de la planète financière sont au rouge. Et la prochaine crise financière pourrait même être celle de la dette des étudiants américains. Elle s'élève à 1 300 milliards de dollars. Or, 7 millions d'entre eux sont insolvables. Ce n'est qu'un exemple de bulle financière prête à exploser. C'est à cela qu'il faut s'attaquer, à cette économie complètement financiarisée, entièrement spéculative. Nous l'avons dit en commission des finances, 98% des opérations boursières n'ont aucun lien avec l'économie réelle. Et seulement 2% d'entre elles servent à financer les entreprises. Au lendemain de la crise de 2008, tout le monde a dénoncé le trading haute fréquence, les algorithmes qui s'emballent, la spéculation sur les produits dérivés, sur la dette des États, le shadow banking et même les paradis fiscaux, en affirmant qu'il fallait arrêter cette folie. Mais rien n'a changé, ou si peu. L'économie devient incontrôlable. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où, en un clignement d'œil, se réalisent 7000 opérations boursières. Impossible à vérifier, impossible à contrôler. Et ces grandes places boursières, comme celle de la City de Londres, que vous rêvez de faire venir à Paris, deviennent des grandes lessiveuses de l'argent sale, celui de la drogue, de la mafia, de la prostitution et du terrorisme. C'est bien pourquoi il faut en priorité s'attaquer à cela et revenir à une économie plus saine, plus juste, plus propre, plus ancrée dans le réel pour répondre aux défis de l'humanité et aux besoins de la population. Ce sont d'ailleurs les propositions de nombreuses ONG telles que Oxfam, CCFD, Terre Solidaire et d'autres encore qui proposent notamment l'élargissement de la taxe sur les transactions financières aux opérations intraday et au trading à haute fréquence. D'ailleurs, cette taxe, lancée par Nicolas Sarkozy, mise en place par François Hollande, permet de lutter contre la spéculation. Une étude récente a même montré que depuis sa mise en place, les opérations boursières ont baissé de 10%. C'est donc un outil efficace pour rendre moins attractive la spéculation. De plus, les recettes que génère cette taxe permettent de financer le développement dans le monde. En l'élargissant, comme nous vous le proposons, nous pourrions dès l'année prochaine porter notre contribution à 0,7% du PIB, comme annoncé par le président de la République. Voilà une belle promesse qu'il serait bon, pour le coup, à tenir. Avec vos efforts pour rendre plus attractifs les placements en bourse et plus rentable la spéculation, vous mettez dangereusement l'économie en surchauffe. Mais en plus, pour financer vos choix, vous faites payer ceux qui auraient au contraire le plus besoin d'être soutenus. Et ils sont nombreux à faire les frais de votre politique. Les étudiants, les jeunes travailleurs touchés par la baisse des APL, les 2,5 millions de retraités qui vont subir de plein fouet la hausse de la CSG sans aucune compensation. L'assurance maladie, les hôpitaux qui devront faire plus de 15 milliards d'euros d'économies sur 5 ans, le logement social qui va perdre 1,8 milliard dès 2018, et les fonctionnaires soumis au régime sec avec le gel du point d'indice et surtout désignés comme une charge pour la nation. Les collectivités, elles aussi, ont droit à la grande faucheuse. 13 milliards de dotations en moins sur 5 ans, du jamais vu. Comment peut-on continuer dans un tel décor? Déjà, supprimer l'ISF quand il y a 9 millions de pauvres dans notre pays, c'est de l'indécence. Mais penser que l'on va rattraper le coup en taxant quelques yachts et voitures de luxe, c'est carrément se moquer du monde. Alors, monsieur le ministre, quand même, augmenter le minimum vieillesse et l'allocation pour adultes handicapés, c'est bien. Mais au moment où je lui dis, il n'écoute pas.
c'est bien d'augmenter ces allocations, bravo. Mais est-ce que c'est à la hauteur des enjeux? On reste à milieu des besoins réels. Monsieur Darmanin, vous citez souvent qu'avec la baisse des cotisations sur les salaires, vous promettez 15 € par mois aux salariés payés au SMIC. Mais ces 15 € seront vite perdus, 15 € par mois, 150 sur l'année. Ces 15 € seront vite perdus quand il aura payé la hausse de la mutuelle, le déremboursement des médicaments ou le forfait hospitalier, la hausse du gaz, de l'électricité, des frais bancaires, du diesel ou du tabac, et même maintenant du beurre avec ce qui se passe. Oui, leur pouvoir d'achat va baisser si le SMIC n'augmente pas plus. Et nous voulons plus que ces 15 €. Nous, on veut le beurre, l'argent du beurre, et si c'est possible. Voilà. Même chose avec votre projet de supprimer la taxe d'habitation pour rendre l'argent que vous allez prendre de l'autre côté en augmentant la CSG. Avec cette réforme, vous placez les communes sous tutelle de l'État. Vous leur demandez de se passer elles-mêmes les menottes en leur demandant de choisir les économies à faire. D'autres choix sont possibles. D'ailleurs, le Portugal est du reste en train d'en apporter la preuve. Malgré une politique d'austérité menée entre 2008 et 2015, le Portugal a lui aussi été placé sous surveillance de la Commission pour déficit excessif. C'est un exemple intéressant parce qu'ils ont subi cette mesure avec une menace d'amende et quelques suggestions du type de tailler dans les dépenses publiques et notamment les dépenses sociales, un peu ce qui se fait ici. Or, à son arrivée au pouvoir, la coalition de gauche a pris le contre-pied de ce diktat. Et ils ont fait l'inverse. Hausse de salaire de 10,3% minimum, hausse des retraites et des allocations familiales, interruption de la privatisation des services publics, baisse des impôts les plus modestes. Résultat de cette stratégie basée sur la relance de la consommation, une croissance voguant vers les 2,5% du PIB pour 2017, alors que le pays frôlait la récession, et un déficit public ramené à son plus bas taux depuis 1974, avec un chômage descendu en dessous des 10%. Autrement dit, le Portugal affiche un bien meilleur bilan que la France, l'Italie ou l'Espagne, pourtant bons élèves de l'austérité. Alors maintenant, que ferions-nous, nous, si nous étions en charge de ce budget? Nous y voilà. D'abord, nous aurions une autre conception de la justice fiscale et certainement que les ONG auraient de bons conseils à nous donner. Remettre l'humain au cœur de tous les choix. Voilà ce qui doit nous guider. Répondre aux besoins humains, simplement au nom de l'élémentaire dignité. Répondre aux besoins humains, notamment ceux qui passent par l'accès au travail, au logement, à la santé, à l'éducation, à la culture. Pour répondre à cette exigence, il faut bien sûr dégager des recettes. Réorienter d'abord celles qui sont à portée de main, car il ne faut pas dire que l'argent manque dans notre pays. Au contraire, il coule à flot, mais pas toujours dans les mêmes cercles. Et des cercles qui parfois débordent même au-delà de nos côtes, et on peut même dire offshore. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour lutter contre l'exil et l'optimisation fiscale? Est-ce qu'on s'y attaque? A-t-on bien conscience de l'ampleur du phénomène? 300 milliards d'euros exfiltrés à l'étranger, c'est 15% de notre PIB, qui sont actuellement planqués dans des paradis fiscaux, selon une récente étude. C'est largement au-dessus de la moyenne mondiale, estimée à 9,8. Serait-ce donc cette pression fiscale française excessive qui étranglerait nos riches compatriotes? Non, visiblement. Parce que... Et non. Non, mais... Non, parce que... Non, mais les expériences sont intéressantes. Au Danemark et en Norvège, où les taux d'imposition sont parmi les plus élevés d'Europe, la richesse placée dans les paradis fiscaux n'est que de 3%. En revanche, elle est de 16 et 17% en Grande-Bretagne et en Belgique, pourtant réputés pour leur fiscalité accueillante. Comme quoi, ça n'a rien à voir. Chez nous, parmi les 300 milliards d'évasion fiscale, près de la moitié sont détenus par seulement 3 250 ménages. Alors, étude NBER, je vous la passerai si vous voulez, Monsieur le Président. Vous la trouverez dans le Figaro et dans les Échos.
Quand cesserons-nous de trouver toutes les excuses aux exilés fiscaux, alors en disant on ne sait pas où ils sont, alors qu'ils ont une grande part de responsabilité dans le déficit excessif de la France, eux. Encore une fois, à l'heure où l'Europe met enfin en place un parquet européen financier, nous vous demandons la suppression du verrou de Bercy qui accorde à l'administration l'exclusivité du traitement de la fraude au détriment de la justice. Est-ce en prévoyant de supprimer, et ce n'est qu'un exemple, 1650 employés aux douanes, au contrôle fiscal et à la concurrence que l'on se donne les meilleures chances de récupérer ce qui nous est dû? Nous pensons que non. En faisant de la lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale la priorité de notre budget pour les 5 prochaines années, oui, nous le disons, nous pouvons atteindre un budget équilibré avec 0% de déficit d'ici 2022 et même de retrouver des marges de manœuvre pour investir. En 2016, le déficit de la France s'élevait à 3,4% du PIB, soit 76 milliards d'euros. C'est à peu de choses près le montant de l'évasion fiscale annuelle. Ramener chez nous 15 milliards d'euros dès 2018 semble un horizon atteignable. Il est temps de mettre un terme au temps béni des tricheurs. Un autre budget est possible, sans austérité, au service d'autres objectifs. Comment? D'abord en nous appuyant sur des règles plus justes, plus équitables, plus humaines. L'impôt de solidarité sur la fortune doit bien sûr être maintenu, mais pas que. Il doit être renforcé et concerner les patrimoines dès 800 000 euros. Les contribuables concernés vivront-ils moins bien? Non. Grâce à cet impôt de solidarité sur la fortune, nouvelle formule, nous pourrons financer une véritable politique publique de santé, entre autres. L'argent ne manque pas, c'est juste que vous renoncez à aller le chercher. Et quand le Conseil constitutionnel rejette la taxe de 3% sur les multinationales et leurs filiales, non seulement vous ne mettez en place aucun autre dispositif, mais en plus vous prévoyez de rembourser entre 5 à 10 milliards, selon les chiffres, aux entreprises. Alors on connaissait la célèbre formule « mon ennemi, c'est la finance », mais alors avec vous, la finance a trouvé son meilleur ami. Les députés communistes proposent de taxer à 0,5% le chiffre d'affaires des multinationales, à partir de 500 millions d'euros. Dès 2018, la mesure pourrait rapporter 6 milliards d'euros, comme le confirment les estimations fournies par le rapporteur en commission. Nous souhaitons également remettre à plat la fiscalité des entreprises. Oui, nous le disons clairement, il faut conditionner l'argent public versé aux entreprises. Il ne peut plus servir à financer les dividendes ou les délocalisations des entreprises. Le bilan du CICE aujourd'hui, c'est 400 000 euros par emploi. Ça fait cher l'emploi créé. Enfin, nous préférons faire des économies dans le budget des armées, et notamment celui de la dissuasion nucléaire, plutôt que dans celui de la santé et du logement. Vous programmez dans le budget de la défense 4 milliards d'euros de dépenses par an pour augmenter notre capacité de frappe nucléaire à l'heure où le désarmement s'impose. Voilà un budget qui pourrait être diminué pour être investi ailleurs. Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous avez compris, les députés communistes vous proposent un autre budget pour la France, créant un nouveau modèle économique respectueux de tous et répondant aux urgences. Les marges de manœuvre budgétaires sont multiples. D'abord, la mise en place d'une stratégie éclair contre l'optimisation, la fraude et l'évasion fiscale pourrait rapporter 15 milliards d'euros par an dès 2018, 60 milliards en année pleine. Cette stratégie pluriannuelle doit mobiliser l'ensemble des moyens humains, juridiques, financiers et politiques de l'État. Ensuite, il ne faut pas s'en remettre à une hypothétique taxe européenne sur les transactions financières. Il faut d'abord renforcer celle que nous avons en France. En l'élargissant, elle rapportera 2 milliards de plus. Par ailleurs, mes chers collègues, face à la violence sociale des dividendes et patrimoines accumulés, la puissance publique doit intervenir. L'outil fiscal doit aisément permettre d'engranger 2 à 3 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Il convient également de faire rentrer les Google, Apple, Facebook et Amazon dans le droit commun. Les géants du numérique ne sauraient continuer à s'exonérer de leur contribution au financement de l'action publique. Nous vous proposons l'instauration d'une taxe pour les GAFA. En réalité, notre budget suit une triple logique: répondre aux besoins du plus grand nombre, redonner du pouvoir d'achat aux gens et lutter efficacement contre le chômage. Ensuite, nous proposons d'investir dans la santé, dans l'école, dans le logement, dans la recherche, en faveur des retraités et des personnes handicapées. Ces budgets ne sont pas des coûts pour la société, mais représentent des investissements.
Nous proposons le rétablissement progressif sur 5 ans des dotations aux collectivités et le rétablir au niveau de 2012. Les missions des contrats aidés doivent être pérennisées. Les communes et les associations doivent voir leurs moyens sécurisés pour cela. Nous demandons de relancer les grands projets utiles pour nos concitoyens à hauteur de 10 milliards d'euros et d'investir dans la transition écologique. C'est bon pour l'économie locale et c'est bon pour la France de demain. Et nous proposons de substituer au CICE et au crédit impôt recherche un plan de soutien aux entreprises en contrepartie d'engagements concrets en faveur de l'emploi et de l'investissement. Dans le même esprit, nous proposons de soutenir l'industrie française et de prendre part tout de suite dans le capital d'Alstom. C'était aujourd'hui la date butoir. Nous demandons bien sûr le maintien des services publics de proximité tels que les permanences de la CARSAT, des CAF, des caisses primaires d'assurance maladie, de la Poste. Nous voulons un vaste plan de soutien au monde rural, aux petites communes et aux territoires ruraux pour qu'en tout point de la France, nous ayons tous un égal accès aux mêmes droits tels que la santé, le numérique et l'école. Nous voulons investir dans l'agriculture et garantir un revenu aux agriculteurs avec un meilleur partage de la valeur ajoutée durant toute la chaîne de commercialisation de leurs produits. Et nous étudierons la mise en place progressive sur 5 ans de la gratuité des transports en commun pour favoriser les transports collectifs à la voiture plutôt que d'augmenter les tarifs du diesel. Voilà des dépenses utiles. La dépense publique, quand elle est au service de tous, n'est pas un gros mot. L'argent existe, il faut oser d'aller le chercher là où il est. Et pour rendre le pouvoir d'achat aux Français, baissons la TVA, impôt injuste par excellence, et rétablissons une juste rémunération du travail avec une échelle d'écart des salaires de 1 à 20, en commençant par augmenter le SMIC et les plus petits salaires de la fonction publique. De même, il est urgent d'augmenter les pensions un peu plus, afin qu'elles atteignent le seuil minimum de 1 000 € d'ici 2022. Et nous proposons dans le même élan de rétablir la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs. Voilà l'esprit d'un budget cohérent, en phase avec le quotidien de millions de nos concitoyens, voulant répondre à leurs préoccupations de tous les jours. Oui, nous rêvons de justice sociale et de justice fiscale. Nous rêvons d'un nouveau modèle économique et écologique au service du plus grand nombre, au service du développement humain. Votre projet de loi de programmation pour les 5 années à venir tourne le dos à toutes ces aspirations. C'est pourquoi nous vous demandons de soutenir le renvoi en commission de ce texte. Merci. Merci, Monsieur Roussel. Monsieur le ministre, vous mourrez d'envie de faire une réponse synthétique à ce long exposé. Non, je crois que ça mérite au moins le même temps de réponse que l'interlocuteur que nous venons d'entendre. J'ai beaucoup de respect pour Fabien Roussel et en l'écoutant, je me disais, cher monsieur le député du Nord, je ne regrettais pas d'avoir figuré sur votre acte de second tour face au Front National. Ça m'a permis, je l'espère, de contribuer un petit peu au débat politique très intéressant que nous pouvons avoir ici et sur lequel je voudrais répondre point par point. Si vous me le permettez, oui, c'est une anecdote tout à fait vraie. Si vous On en apprend tous les jours, mais j'ai un lien particulier avec Saint-Amand-les-Eaux. Mon grand-père tirailleur algérien, la Bocquet m'invite chaque année pour inaugurer, si j'ose dire, les choses. Et j'ai beaucoup de respect pour le député Roussel, comme pour les communistes en général. Mais vous inquiétez pas, on va pouvoir en discuter quelques instants. Comme le disait, en rigolant évidemment, Pierre Desproges, non seulement les communistes mangent les enfants, mais en plus ils manquent d'objectivité. Je me permettrai de revenir sur quelques points que vous évoquez, monsieur le député Roussel. La deuxième partie est effectivement assez fausse. Vous évoquez, monsieur Roussel, le fait que nous soyons soumis à un hydre bruxellois. C'est d'autant plus un mauvais procès que vous avez en face de vous un député qui, malgré déjà la volonté unanime de son groupe, n'a pas voté le traité en 2012 quand il était parlementaire. Non, pas hélas, c'est la kélos, comme dirait Louis de Funès. Sachez, oui, on est très en forme, monsieur le rapporteur général, ce soir.